Bonjour tout le monde, bienvenue à notre nouveau cours sur le fascicule N12. Wihou! Fait que le fascicule N12, c'est sur les mémoires et le mouvement de données. Donc, qu'est-ce qu'on voit là-dedans? Première chose, c'est quoi une mémoire? Deuxième chose, les types de mémoire. Donc, il y en a plusieurs types. Mémoire vive, mémoire morte, mémoire flash, qui est une mémoire morte. Les mémoires vives, il y en a plusieurs sortes. Euh, on va voir aussi la mémoire, comment elle est utilisée dans les processeurs un peu. Puis aussi dans les différents types de circuits programmables, donc les FPGA aussi. On va voir aussi le DMA, les bus qui relient les mémoires avec le restant du système, du circuit. Puis comment qu'on fait pour utiliser justement les différentes façons de communiquer des données entre les différents types de mémoire dans MyRio, dans la view. Donc on va voir ça durant ce fascicule-là. Donc les concepts de base des mémoires, première chose qu'on doit savoir, c'est qu'est-ce qu'un mot mémoire. Donc un mot mémoire, c'est un nombre binaire qui traverse ou transige une transaction. Vous savez qu'est-ce qu'une transaction? C'est un échange d'argent entre la banque et vous, ou entre un commerçant et vous. Donc, c'est un mouvement d'argent. Ben, une transaction de données, c'est un échange entre deux types de mémoire. Ça peut être un registre qui transfère vers une mémoire vive ou une mémoire vive qui transige vers un registre dans un processeur. Donc, voilà. La taille de ce voyage-là, de cette donnée-là, ben, on appelle ça un mot. Donc, si la donnée a 8 bits, ben, le mot a 8 bits. Donc, si je traverse au tableau, justement, donc, ce qu'on a, ça va aller mieux sans les écouteurs. Hop. Donc, si je m'en vais ici, hop. Donc, vous avez un module quelconque, que ce soit un CPU ou n'importe quoi d'autre, il y a nécessairement ici un registre. J'ai pas assez de place. Ce registre-là est branché à l'extérieur. Il va y avoir aussi avec ça d'autres parties du bus pour communiquer à la mémoire, mais ce qui est important, le plus important, c'est la donnée elle-même. Si, mettons, elle a 8 bits, ben, c'est que la taille pour le processeur de la donnée a 8 bits maximum. Et ces 8 bits-là, c'est ce qu'on appelle le mot mémoire. Ou le mot. En anglais, ils vont dire the word. Donc, the word size, c'est la taille du mot. C'est la taille aussi des données dans le processeur. Okay? Donc, c'est la taille des données qui transigent entre le processeur, le système quelconque et la mémoire de stockage. Voilà. Euh, les bits d'adresse, ben, les bits d'adresse, ça permet, là je ne les ai pas montrés au tableau tantôt, mais les bits d'adresse, que c'est directement les bits qui permettent d'identifier à quel emplacement la donnée s'en va. Donc, de la même façon, quand vous envoyez un paquet par la poste, ce que vous faites, c'est que vous prenez le paquet c'est la donnée, mais vous mettez une adresse dessus pour savoir vers où elle s'en va. Vous faites une transaction de biens, si on veut. Okay? Euh, donc, les bits d'adresse, c'est l'équivalent de l'adresse sur le paquet. Les bits d'adresse permettent d'accéder directement à un mot mémoire en particulier.
Donc, à chaque adresse correspond un seul mot mémoire. Évidemment, sinon il y aurait un problème. Souvent, on divise les adresses par ligne et colonne, puis on peut même les diviser par page. Ça, je vais y revenir. Pourquoi on subdivise ça comme ça? Mais grosso modo, juste pour commencer, c'est tout simplement parce qu'on se fabrique un modèle qui a une certaine taille, un modèle de tableau de mémoire qui a une certaine taille. Puis une fois que ce modèle-là est testé, validé, on le recopie. Puis c'est comme ça qu'on grossit la taille des mémoires dans une composante électronique. C'est qu'on prend ce modèle-là puis on le duplique. Fait qu'on peut avoir 4 pages, 8 pages, ainsi de suite. C'est toujours 2, 4, 8, 16. C'est toujours la même chose. Du fait qu'on rajoute un bit de plus pour aller sélectionner une page. Donc, s'il y a juste deux pages, ben, c'est un seul bit. S'il y a 4 pages, ben, c'est 2 bits de sélection de la page. Puis si on en a 8, ben, c'est 3 bits de sélection de la page, ainsi de suite. OK? Un exemple, dans une mémoire de 16 bits de large qui possède 20 bits d'adresse, est en mesure de stocker 2 à la 20 fois 16 bits. Donc 2 à la 20, ça c'est le nombre de possibilités, fois 16 bits, ce qui veut dire 16 777 216 bits. Donc 16 mégabits, ce qui veut dire, si on divise par 8, ben, ça nous donne 2 mégaoctets. 2 mégaoctets, c'est ce qu'on appelle communément 2 MB. 2 MB aujourd'hui, c'est pas grand-chose sur un ordinateur, mais 2 MB sur un microcontrôleur, c'est énorme. Il existe des microcontrôleurs qui ont 256 octets. 256 octets, c'est petit. Mais c'est assez pour faire du contrôle, faire osciller des DEL, faire flasher une DEL. Donc, comment ça se classe les mémoires? Donc, première chose, les mémoires, il y a 2 catégories principales. Il y a les mémoires mortes et les mémoires vives. La mémoire morte, c'est ce qu'on appelle la ROM. La ROM, il y a la Programmable ROM, il y a de la Electrical Programmable ROM, puis il y a Electrical Erasable Programmable ROM. Donc, c'est de la EEPROM. La EEPROM et la flash, c'est la même technologie. En fait, la EEPROM et la flash, c'est grosso modo le même principe physique qui est utilisé pour stocker les données. On va voir ça plus tard. La différence, c'est qu'on ne savait pas comment faire et on n'avait pas la capacité de rapetisser assez les composants pour se rendre à ce qu'on appelle aujourd'hui de la flash. Donc, il y avait des moyens de l'effacer avec ce qu'on était capable de faire physiquement. Aujourd'hui, ben, la flash, on est capable de l'effacer avec directement des tensions standards. On va y revenir. Pour ce qui est de la mémoire vive, 2 sortes de mémoire vive. Il y a la mémoire vive statique, la mémoire vive dynamique. Donc, la mémoire vive statique, c'est ce qu'il y a de plus rapide. C'est vraiment, il n'existe pas plus rapide que ça. C'est souvent la même vitesse que le processeur. Si le processeur est à 1 GHz, 4 GHz, peu importe, la mémoire statique qui se trouve à côté est de la même vitesse. Donc, c'est la seule qui est capable d'accoter la vitesse d'un processeur parce que ça utilise directement des circuits logiques standards pour faire le travail. Alors que la mémoire dynamique, on utilise un petit peu de circuits, de composantes discrètes. Il y a un condensateur dans le décor. À cause du condensateur dans le décor, ça ralentit beaucoup les accès. Et non seulement ça ralentit les accès, mais elle perd tranquillement sa valeur au fil du temps parce que c'est le condensateur qui maintient cette valeur-là. Au fil du temps, après quelques millisecondes, il n'y a plus de données dedans. Donc, il faut la rafraîchir. C'est pour ça qu'on dit qu'elle est dynamique, parce que tu mets quelque chose dedans, puis elle se vide. C'est comme un réservoir qui est percé.
tu mets un réservoir, tu vas avoir de l'eau tout le temps, mais il faut toujours que tu en remettes pour être capable d'aller rechercher de l'eau. Bon, la mémoire dynamique, c'est ça. C'est qu'il faut toujours que tu remettes de l'énergie pour garder la valeur du bit. Donc, la mémoire dynamique, il y en a plein de sortes parce qu'on essayait de trouver un moyen de régler les différents problèmes. Un des problèmes, c'est que c'est plus lent. Le deuxième problème, c'est justement de stocker cette donnée-là, puis pas avoir à trop la rafraîchir. Mais bon, ça va rester tant que ça va s'appeler de la mémoire dynamique. On est rendu maintenant, tout ce qui s'appelle EDO, BDO, BEDO, peu importe, c'est asynchrone. C'est pas mal disparu du marché des ordinateurs. Par contre, c'est encore sur le marché sur certaines technologies embarquées. Par contre, on passe de plus en plus à de la mémoire synchrone, donc avec une horloge. Auparavant, on avait des délais. Je ne sais pas s'il y en a qui se souviennent, mais il y avait des mémoires qu'il fallait rajouter des white state dans le BIOS de l'ordinateur. Aujourd'hui, ben, on a de moins en moins de ça sur le marché. En fait, il n'y en a presque plus sur les marchés des ordinateurs standards. C'est toute la mémoire synchrone. Donc, synchrone, d'où le S devant le truc. Puis, aussitôt que vous voyez DDR, ça veut dire Double Data Rate, ce qui veut dire les deux fronts de l'horloge. Donc, monte, descend, monte, descend, monte, descend. À chaque front, il y a un transfert de données possible. Donc, ça double le transfert de données, la vitesse à laquelle on peut les transférer. D'où le nom Double Data Rate, donc DDR. Et ça a révolutionné beaucoup le monde des mémoires parce que justement, on était capable d'augmenter la fréquence d'accès aux mémoires. Donc, c'est de la SDRAM, pas statique, mais Synchronous Dynamic RAM. Et là, vous allez me dire, pourquoi RAM? Pourquoi Random Access Memory? C'est pas random. Ça veut dire qu'on est capable d'accéder à n'importe quelle de façon aléatoire, dans le sens qu'on est capable d'accéder à n'importe quelle plage. Donc, au lieu d'être tout en série, si vous prenez une mémoire série, on doit accéder nécessairement à la première, la deuxième, la troisième, la quatrième et dans l'ordre. Tandis que la mémoire RAM, on peut accéder à n'importe quelle donnée au moment qu'on en a besoin. Donc voilà, c'est d'où le nom RAM. Petite hiérarchie d'emplacement des mémoires sur un ordinateur. Vous voyez que le processeur qui est tout en haut, tout près du processeur, il y a les registres internes qui sont en fait de la mémoire statique ou des bascules, c'est un ou l'autre. Ensuite de ça, vous avez de la cache. La mémoire cache niveau 1, c'est vraiment de la mémoire statique. Elle est accessible à la même fréquence que le processeur. La L2, souvent aussi. La L3, tout dépend. Puis là, maintenant, il y a de la L4. Donc, la L5 même, peut-être. Donc, ces mémoires-là sont tout simplement des mémoires pour améliorer les accès à la mémoire vive qui, elle, va prendre un certain temps. Fait que si on est capable d'avoir déjà les données proches du processeur, ben on va utiliser de la mémoire vive statique plutôt que de la mémoire vive dynamique, qui est beaucoup plus lente. Donc, c'est pour ça que c'est intéressant d'avoir de la mémoire cache. On ne rentre pas dans le processus de sélection si la donnée est valide, c'est pas ça, c'est pas vraiment important. On est plus dans quel type de mémoire il existe. Plus loin du processeur un peu, il y a la mémoire vive. C'est les petites barrettes que vous mettez dans votre ordinateur. C'est de la mémoire vive dynamique. Donc, la DDR, SDRAM, machin truc. C'est celle-là. Vous verrez plutôt rarement de la mémoire dynamique sur un système embarqué de petite taille. On va commencer à mettre de la mémoire dynamique sur des systèmes embarqués de plus grosse taille et de capacité de traitement beaucoup plus grand.
Par exemple, vous voulez faire une carte vidéo, ben, nécessairement, vous avez besoin de capacité de traitement, de données. Vous devez stocker les données. C'est des grosses capacités de données. Donc, on va utiliser la mémoire dynamique parce que c'est ce qui permet une plus grosse capacité de stockage. Ensuite de ça, plus loin que ça, on a la mémoire morte. Donc, la mémoire qui permet de stocker à long terme, même si on enlève le courant du système, on ne perd pas la donnée ou les données. Donc, les SSD, ce sont des flash. On les appelle d'ailleurs des flash drive. C'est de la mémoire flash, c'est de la EEPROM. On avait auparavant des disques durs, bon, on a encore, là, des disques durs rotatifs. J'en ai d'ailleurs un devant moi ici. Donc, on a ici des disques durs. Ça, c'est un SSD avec un disque rotatif, avec une tête de lecture magnétique et tout ça. Donc, il doit tourner pour être capable de faire la lecture et l'écriture. Puis, c'est beaucoup plus lent que la flash drive. Donc, c'est pour ça que ça disparaît tranquillement, les disques durs rotatifs. Quoique, encore aujourd'hui, si on veut avoir du gros stockage, tu n'achèteras pas un 10 TB en flash, tu vas acheter 10 TB en disque rotatif. Donc, ça nous permet des grosses capacités pour moins cher. Donc, c'est intéressant. Une mémoire, c'est quoi? C'est un tableau. C'est un tableau de données. Donc, on a la valeur binaire sur 8 bits, par exemple, et vous allez avoir ici l'adresse. Il y a une erreur ici, là, c'est mot adresse, c'est pas le mot ici. C'est le mot, il est ici. Donc, les 8 bits, c'est le mot. C'est ce qui sort ou ce qui rentre au niveau des données qui se trouve à être le mot. On a la même erreur ici. Donc ici, on aura un tableau de 1 bit, donc de 16 données de 1 bit. Donc ça s'apparente à une lookup table dans un FPGA. Une lookup table, c'est de la mémoire statique dans laquelle on va placer la valeur binaire de chacun des 4 bits de contrôle on pourrait les apparenter à une adresse. Donc, si on accède au bit 0, ben, on va mettre la valeur 0 comme adresse, puis on va y accéder, puis la valeur qui va être dedans, qui est 0 ou 1, va sortir. Un tableau de 16 bits, donc 16 bits de données, puis on a 8 plages d'adresse, qui veut dire 3 bits d'adresse. Si on accède, par exemple, à l'adresse numéro 4, ben, il va sortir ce mot-là ici, sur 8 bits. Si on a plusieurs colonnes, plusieurs lignes, ben là, il faut les placer. C'est comme s'ils étaient superposés. C'est pas vraiment ça parce qu'au niveau du circuit intégré, on ne peut pas superposer des composantes. On commence à le faire, mais ce qu'on fait, c'est qu'on ne superpose pas des composantes. En fait, on superpose des circuits intégrés coupés différents. Donc, on coupe un petit bout, on coupe un autre petit bout, puis on les superpose, puis on fait des chemins entre les deux. Il n'y a pas beaucoup de compagnies qui font ça, puis ça coûte très cher, fait qu'il faut que ça vale vraiment la peine. Mais on peut le voir quand même comme étant superposé. En fait, ce qu'on a, c'est qu'on a un tableau, un autre 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 tableau, puis on a ligne, colonne. Donc, ça nous permet d'accéder en 2 sections d'adresse à une donnée. Bon, c'est qu'on split. Par exemple, si on pourrait avoir 4 tableaux. Si on a 4 tableaux, 1, 2, 3, 4, on a 2 lignes, 2 colonnes. Fait qu'on pourrait dire, bon, ben, va à la ligne 1, colonne 1, toc, tu vas chercher ce tableau-là, puis ça te donne ta donnée. Donc, on peut le voir comme ça. Donc, comment ça fonctionne l'écriture et la lecture? Donc, on peut voir un tableau de mémoire comme ça ici avec un sélecteur d'entrée et un sélecteur de sortie.
Donc, évidemment, on a l'adresse qui va pointer sur la bonne partie à sortir ou à écrire. Puis, on va avoir des bits de contrôle qui vont nous permettre de dire c'est une écriture, c'est une lecture, c'est une rafale. S'il y a des capacités de lecture en rafale, il y aura aussi à l'intérieur de la mémoire un compteur pour savoir à quelle donnée de la rafale on est rendu. Donc, on commence à une telle valeur d'adresse, puis on incrémente de 1. Donc, il y a une incrémentation qui se fait automatique dans la mémoire. Ça demande des mémoires qui sont assez complexes, mais c'est ce qu'on a aujourd'hui. Donc, c'est comme ça que c'est fait. Donc, les bits de contrôle typiques, on va avoir le Write Enable, le Chip Select ou le Component Select, puis on va avoir le Bank Select, la sélection de la banque. J'en ai parlé tantôt. Donc, la banque, ça nous permet d'avoir un modèle de tableau toujours pareil, qui est fonctionnel, puis on le duplique dans le circuit intégré. Donc, on peut aller chercher une adresse et une banque. En fait, souvent, ce qu'on fait, c'est qu'on ajoute, on juxtapose la banque et l'adresse ensemble. Ça nous fait un grand boss d'adresse. On peut faire ça aussi. Donc, une opération d'écriture, ça ressemble à quoi? Ben, une écriture, souvent, on donne l'adresse, la donnée en même temps, puis on les envoie vers la mémoire. Et ce que ça va faire, c'est que ça va faire en sorte qu'on va pouvoir faire d'autres choses. Le processeur va pouvoir faire d'autres choses. Une fois qu'il a envoyé la donnée et l'adresse, ben, la donnée se processe. Évidemment, là, imaginez que vous avez plusieurs méga-octets, plusieurs giga-octets aujourd'hui. Donc, imaginez le délai de propagation du démultiplexeur qui est ici. C'est énorme. Mais ils sont capables de tellement le rapetisser que la rapidité est quand même impressionnante. On est rendu autour de... On a dépassé le gigahertz il y a quand même quelques années. Donc, c'est impressionnant la vitesse à laquelle ça processe pour une écriture. Puis pour une lecture, c'est la même chose. Donc, une lecture, ben, c'est l'inverse. On prend la donnée de la mémoire et on la lit de la mémoire. Donc, la différence dans une lecture, on doit attendre. On met l'adresse et on attend le résultat. Souvent, dans les fiches techniques, on va avoir le nombre de cycles d'horloge à attendre. Et le processeur va devoir attendre. C'est pour ça que c'est long. Donc, on doit attendre un certain temps, 2 cycles, 3 cycles, 4 cycles, tout dépendant du type de mémoire qu'on utilise pour avoir la donnée. Donc, on met l'adresse et on attend. Évidemment, il faut mettre les bits de contrôle en lecture pour que ça soit possible. Donc, on voit ici très bien le bit de données et les bits d'adresse. Les deux sont importants dans le boss mémoire. Il nous manque ce qui n'est pas écrit là, les bits de contrôle, qui sont les 3 bits de contrôle principaux, plus bien d'autres. Il y en a d'autres, mais ça va dépendre ça, de la technologie qu'on utilise puis du type de mémoire qu'on utilise. Mais ces 3-là reviennent très souvent. Des fois, ils changent de nom, mais c'est le même principe. Okay. Donc, petit exercice de révision. Quelle est la plus petite unité de données pouvant être stockée en mémoire? C'est le mot. Quelle est la capacité en bits d'une mémoire pouvant stocker 256 octets de données? Donc, la capacité en bits, c'est 256 octets fois 8. Parce que 1 octet, c'est 8 bits. Donc, 256 fois 8, ça fait... On décale de 3. 256, 512, 1024, 2048 bits. Qu'est-ce qu'une opération d'écriture? C'est une opération dans laquelle on prend une donnée et on l'envoie vers la mémoire. Qu'est-ce qu'une opération... Deux fois la même chose. Mettons qu'on va dire que c'est lecture. Donc, qu'est-ce qu'une opération de lecture? C'est une donnée qu'on prend de la mémoire et qu'on envoie ailleurs, qu'on fait sortir de la mémoire.
Comment peut-on localiser une unité de données spécifique dans une mémoire? On utilise les bits d'adresse. Donc, on va donner l'adresse et c'est l'adresse qui va être une valeur binaire qui va nous donner son emplacement. Quelle est la différence entre une mémoire RAM et une mémoire ROM? La mémoire RAM, qu'elle soit statique ou dynamique, va perdre ses valeurs si on enlève l'alimentation, alors qu'une mémoire ROM, si on enlève l'alimentation, elle garde ses valeurs. Une mémoire vive. Donc, on va aller plus en détail dans les types de mémoire. Donc, la mémoire vive, on a la mémoire statique. La statique RAM, elle est faite, grosso modo, le principe, c'est deux inverseurs, un en arrière de l'autre, qui se tournent un autour de l'autre. On peut le voir comme ça ici. Là. Le dessin le plus représentatif de la réalité, c'est plus ça ici. Celui d'au-dessus ici, je vais vous le montrer. C'est une simulation qui a été faite sur Falstad. Mais grosso modo, c'est ça ici. Et on a un MOSFET pour venir écrire, puis un MOSFET pour venir lire. Alors, on a la lecture sur la donnée barre et l'écriture sur la donnée directe. En tout cas, peu importe, on peut lire et écrire des deux côtés, là, ça ne change pas grand-chose. Donc, ça maintient, une fois qu'on est déconnecté, les deux inverseurs se maintiennent. Donc, ça donne, la valeur se maintient tout seul. Il n'y a pas de rafraîchissement nécessaire. Pour faire un inverseur, vous avez besoin tout simplement de deux transistors chaque inverseur. Ce qui veut dire deux transistors là, deux transistors là. Ce qui fait 6 transistors pour un bit. 6 transistors pour un bit, c'est pas beaucoup, mais c'est quand même plus que la mémoire dynamique. Donc, on va le voir plus tard. Je vais aller au tableau. Donc, pourquoi on a 6 transistors? Un inverseur MOSFET, fait comme ça. Vous l'avez déjà vu, mais donc VCC, Brown. Donc, si je mets ici VCC, un 1, si vous préférez, ben, je viens faire conduire lui ici, puis lui est bloqué. Donc, ça veut dire que je vais avoir 0. On efface, excusez-moi. Donc, si je mets 1 là, j'active mon transistor qui est ici. Tiens, je vais mettre des barres là, pour que vous voyez bien que c'est lui le transistor. Lui est inversé. Ça, c'est un type N. Ça, c'est un type P. Donc, si je mets un 1, ça donne un 0. Si je mets un 0, ben là, c'est lui qui conduit, ce qui va faire que je vais avoir mon 1 ici. Donc, c'est bien un inverseur. Et un inverseur, ça prend deux transistors. Donc, imaginez que vous avez deux transistors qui se mordent mutuellement, clac, clac, comme ça. Ben, on a 4 transistors là-dessus, plus les deux transistors pour lire et écrire les données, ce qui nous donne 6 transistors. OK. Donc, ça, c'était pour le... Je vais aller faire une petite... Bon, mon téléphone est tombé. Je vais aller faire une petite démonstration de Falstad. J'aurais peut-être dû aller la chercher d'avance. Oh, ça sera pas si pire. Falstad. Falstad.com. Et vous allez avoir... Ah, je vais taper slash... Et où mon slash? Slash circuit. Je l'ai perdu.
Faire start circuit. Voilà, je l'ai. Et je vais aller chercher la mémoire. Ah, voilà. J'ai static RAM. Tatam. Oh, regardez, c'est beau. C'est beau! Donc, row select. On active la donnée de la colonne, la ligne 0. Et on vient chercher, on va faire un read. On va commencer par faire un write. Puis, si je viens faire un read, ok, fait que là, je viens de rentrer un 1. On voit que le 1 se maintient. Si maintenant, je viens mettre le 0, voyons, 0, et je fais un write, on voit que j'ai bien 0 ici. Donc, qu'est-ce que j'ai fait, en fait? C'est lui ici qui est actif. OK, c'est ça. Donc, on voit bien qu'ils sont connectés ici. Ça ici, là, c'est la connexion. La sortie de 1 va dans l'entrée de l'autre. Et la sortie de celui-là, il y a une connexion là qui revient. Fait que ça, c'est les deux inverseurs qui se mordent un l'autre. Puis on vient brancher les deux MOSFET en... Ça, c'est le MOSFET de lecture pour venir faire une lecture ici. Je sélectionne présentement celui-là. Pas sûr. Je pense que c'est plus celui-là. Ouais, c'est ça. C'est lui ici qui est actif. Donc ça, c'est le 0 et ça, c'est le 1. Donc présentement, je lis un 1. Si je viens écrire un 0 dedans, on va voir ici, ça va tomber à noir. Paf. Exactement. Donc c'est ça. Donc on voit que la sortie qui est ici, ça ici, c'est la sortie du premier bit. Ça, c'est le bit 0. Ça, c'est la sortie du bit 1. Présentement, je sélectionne le bit 0, donc c'est lui ici qui sort. Si je viens sortir, regardez ici, c'est vert. Présentement, j'ai un 1 stocké dans la mémoire statique et elle se maintient toute seule. Si je viens sélectionner ça, pourquoi il sort un 0? Oh, il y a un petit bug avec son truc. J'aime pas ça. Je vais mettre un 1. Je sélectionne ça. Tac. OK. Là, il sort un 1. Je sélectionne ça. Pourquoi il me l'a écrasé? Non, ça marche. Hein? Si je fais data in 0, puis je continue à faire juste backup, ça fonctionne toujours. Oui, OK. Puis je vais venir écraser la valeur ici, j'ai 0. Et, OK. Si je mets un 1, schling, il vient. OK. Ça marche. Fouille-moi qu'est-ce que j'ai fait là, qui ne marchait pas, mais ça fonctionne. Alors voilà. Ça, c'est de la mémoire statique. On voit très bien que ça fonctionne ici. Donc, vous pouvez aller chercher l'information directement là, dans circuit. Vous avez Sequential Logic. Vous avez l'exemple pour la statique RAM. Puis vous avez la mémoire dynamique aussi. Donc, un transistor avec un condensateur pour chaque bit. Et je dois faire un refresh
Donc, si je prends la data high avec l'adresse, là, je suis à l'adresse 0,1. Donc, si je fais un write, on va mettre un 1. Lequel je sélectionne, si je fais un 1, c'est lui ici. Donc, on voit très bien lequel est sélectionné. Si j'enlève ça, hop, je sélectionne le 1, 0, donc lui. Puis 0, 0, ça va être celui du bas. On voit bien ici. Puis ensuite de ça, il faut que je fasse un refresh. Donc, ce que je fais avec le refresh, c'est que je reprends la valeur et je la retourne dedans dans celui qui est actif. Si je mets un write le data à 0, je viens forcer 0 ici. J'ai forcé un. Puis si je fais un refresh, bien évidemment, il va continuer à mettre le 0 dedans. Donc le refresh sert à. Si vous laissez ça aller sans faire de refresh avec un. Vous voyez, présentement, j'ai des 1 ici, là. Ils sont juste pas activés par le transistor, mais si j'augmente la vitesse de simulation du système, je fais travailler mon ordi. J'espère que je ne le ferai pas planter. On voit que tranquillement, la valeur se décharge. Ou en tout cas, on la perd. Il faut que je fasse un refresh. Puis il faut que je fasse un. Non seulement il faut que je fasse un refresh, mais il faut que je change l'adresse pour m'assurer que le refresh se fasse à chacune des adresses. Vous voyez, je les ai perdus. J'avais un 1, je les ai perdus. J'ai trop attendu. Donc, si je veux remettre un 1, voyons. Ah. Voilà. Donc, je viens de mettre un 1 ici. Et je peux me déplacer. Je m'en viens comme ça. Vous voyez, le vert ici, il va se décharger tranquillement. Je vais faire une lecture. Ah, j'ai fait une écriture. Bon. Vous pourrez vous amuser avec, là. J'avoue que c'est un petit peu complexe pour... Vous voyez qu'il est en train de changer de vert ici. Je ne sais pas si on le voit bien à votre écran. Et là, ce que je vais faire, c'est que je vais me replacer et je vais faire un refresh. Le vert s'est remis à sa bonne valeur. Puis je vais même aller faire un refresh sur l'autre en haut. Je clique. Donc, je recharge la valeur dans le condensateur. Donc, voilà. Et je vais faire un run stop. Fait que c'était pour vous montrer un petit peu, là, grosso modo, le fonctionnement d'une mémoire dynamique puis d'une mémoire statique. C'est le fun de l'avoir vu au moins une fois. Donc, c'est pour ça que je vous montre ça. Ça va? Si vous avez des questions, vous m'envoyez des messages. Donc, vous avez un exemple ici, bon, juste pour le fun, ça c'est un bloc diagramme d'une mémoire statique avec le numéro de modèle. Donc, c'est un diagramme bloc, là, ça ne dit pas grand-chose, mais on voit ici que la colonne, puis vous avez ici c'est un bloc de mémoire avec le décodeur d'adresse, puis aussi l'adresse, il y a l'adresse, il y a aussi les, 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 le type de colonne. Vous pouvez aussi activer une sortie, vous pouvez masquer des bits. Donc le DQ0 jusqu'à DQ7, c'est des masques. C'est pas vrai. Je vous induis en erreur complètement. Complètement. Désolé. Ce sont les données. Donc, vous avez les bits d'adresse, vous avez les données, puis vous avez les bits de contrôle. C'est les trois choses que vous voyez là-dessus. Donc, je suis désolé. Je suis en train de vous induire en erreur.
Voilà. Ah. La dynamique, mémoire dynamique, vous voyez encore, on a le même principe que tantôt avec Falstad, c'est exactement ça. Vous avez, ici, on vous rajoute une sélection de la colonne et de la ligne. Donc, tout simplement parce que c'est plus facile de l'organiser comme ça. C'est un peu comme un clavier, c'est la même chose. Bon, ça, vous l'avez vu fonctionner. Donc, si vous avez des questions, vous pouvez toujours m'envoyer un message. Vous voyez, ça ici, c'est un schéma bloc d'une mémoire dynamique. Vous voyez qu'on a ici 4 blocs et chaque bloc doit être sélectionné, ce qu'on appelle une page ou une banque. Il y en a qui vont appeler ça une page, il y en a qui vont appeler ça une banque. Donc, vous avez la banque 0, la banque 1, la banque 2 et la banque 3. Et c'est des banques qui vont vous permettre ensuite d'avoir accès à tous vos bits d'adresse en plus. Donc, si chaque banque a 2 MB, ben vous avez 2 MB plus 2 MB plus 2 MB plus 2 MB. Vous avez donc 8 MB. OK? Et vous allez avoir donc 4 bits, 2 bits de sélection de banque plus les bits d'adresse pour les 2 MB de chacune des banques. Voilà. Pour ce qui est de la mémoire morte, c'est de la mémoire qui est non volatile, qu'on appelle. La flash, c'en est. De plus en plus, les processeurs embarqués vont avoir de la flash dedans. On peut aussi acheter, ça revient moins cher, si on sait qu'on ne reprogrammera pas tout le temps la composante, on va brûler le chip avec, c'est des fuses. On a en fait la ROM dans certains chips. On peut commander le même chip en version ROM ou en version flash. Donc, à l'aide d'un programmeur, même aujourd'hui, je pense qu'on est capable directement avec les tensions régulières d'alimentation, on est capable de faire une programmation directement des fusibles. Ce qu'on fait, c'est qu'on fait passer un courant fort dans le fusible pour programmer une ROM, puis le courant va faire sauter la fusible qu'on ne veut pas. Les autres fusibles qui restent là, ben gardent, ça fait en sorte que le contact reste, donc ça fait notre chemin qu'on a besoin. Donc c'est une programmable read-only memory. Elle est programmable, mais une seule fois. Et on l'appelle aussi en anglais one-time programmable. Donc OTP, one-time programmable. Ça existe encore. Vous avez la EEPROM, donc effaçable avec du UV, avec la petite fenêtre. Moi, j'ai connu ça. Vous n'aurez pas besoin de programmer ça aujourd'hui. Mais j'en parle parce que c'est le même principe que la flash. On utilisait un MOSFET à grille flottante. Donc, qu'est-ce que c'est un MOSFET à grille flottante? Ben, un MOSFET à grille flottante, c'est un MOSFET qui a une double grille superposée. Donc, on a le MOSFET comme ça, une grille flottante, puis on a... Donc ici, on a entre les deux, on a une couche de métal ici, ou de silicium, ou quelque chose comme ça. Et on a du SiO2, une autre couche, puis du SiO2. Okay. SiO2, c'est du verre. Okay. Donc ça ici, c'est qu'on vient la charger positivement ou négativement, tout dépendant du type de MOSFET qu'on a besoin. Et cette charge-là, comme elle est flottante, elle reste. Par contre, pour être capable de la charger, il faut avoir quelque chose qui va pousser des charges là-dessus. Donc, on vient mettre des charges. Fait que ça prend des tensions assez élevées pour passer à travers le verre, qui est un isolant. Souvent, on va remplacer du SiO2 par d'autres choses. Il y a peut-être d'autres matériaux aujourd'hui qui sont plus pratiques pour faire le travail. Faudrait aller voir un petit peu plus. Mais le principe, c'est de faire traverser des charges. Donc, ça nous permet de programmer
S'il y a des charges dedans, c'est qu'il est positif. Donc, il est à 1. Puis s'il n'y a pas de charge dedans, il est à 0. Puis ça garde le programme. OK? Fait que pour aller vider ça, ben, on vient forcer une tension pour tirer ses charges dans l'autre sens pour le vider. Puis ça nous permet de stocker des données comme ça. Donc ça, c'est la grille flottante. On appelle ça aussi l'effet tunnel. Si je me souviens bien, là, on appelle ça l'effet tunnel. Puis aujourd'hui, ben, les EEPROM ou les flash, en fait, aujourd'hui, on appelle toutes les EEPROM, on a toutes passé au nom flash, mais c'est pas nécessairement de la flash tel que le nom flash est sorti il y a quelques années. Donc la flash, c'est une mémoire c'est de la mémoire avec une grille flottante, mais qui se programme de façon rapide et qui n'a pas besoin de haute tension. On va voir tantôt la flash en tant que telle. La ROM à masque. Je n'ai pas vraiment besoin nécessairement de voir ça avec vous autres. Ouais, c'est ça. Fait que là, je reviens sur chacune des types de mémoire. Donc, la Programmable ROM qui utilise des fusibles. Vous avez la EEPROM, donc la Erasable Programmable ROM qui, au lieu d'utiliser des fusibles, on utilise des MOSFET à grille flottante. Vous avez plein de trucs que vous pouvez aller voir là, dans le fascicule, dans le livre, je veux dire, directement. Puis la EEPROM, donc Electrically Erasable Programmable ROM, qui ressemble beaucoup à la flash. Fait que j'en viens directement à la flash. C'est quoi son avantage? C'est qu'elle a une grande capacité du fait qu'on utilise un seul transistor à grille flottante pour stocker. Elle est de moins en moins chère. Elle est encore dispendieuse, mais beaucoup moins qu'avant. Maintient ses données hors tension. C'est rapide. C'est plus rapide que c'était. C'est encore moins rapide que de la flash. Que de la mémoire statique. Et même pour l'écriture, du moins, c'est moins rapide que de la mémoire vive dynamique. Mais ça s'en vient de plus en plus rapide. Là, on a trouvé d'autres moyens pour la rendre de plus en plus rapide. Fait que d'après moi, là, on va peut-être voir d'autres choses qui vont sortir sur le marché, qui va dépasser, puis peut-être des configurations de systèmes différentes de ce qu'on connaît aujourd'hui. Permet les opérations d'écriture et de lecture, ce qui n'était pas le cas auparavant avec les EEPROM, même s'il était effaçable de façon électrique. C'était tellement lent qu'on ne pouvait pas dire qu'on faisait une écriture en temps réel. Là. Ça n'avait pas de bon sens. Donc, c'est la seule technologie mémoire qui offre toutes les caractéristiques qu'on cherche dans une mémoire idéale. Par contre, elle n'est pas encore aussi rapide, comme je le disais tantôt, que la mémoire statique et de la mémoire dynamique. C'est pour ça que pour le moment, et encore pour quelques années peut-être, on va avoir encore de la mémoire statique et de la mémoire dynamique dans nos systèmes ordinés parce que c'est encore ça qui est le plus rapide. Donc, ça, je passe assez vite là-dessus parce que c'est pas nécessaire pour comprendre ce qui va suivre. Je veux en venir avec les types de boss. Ça, c'est quelque chose qu'on voit partout. Vous allez entendre parler de toutes sortes d'affaires. Et de plus en plus, il y a des nouveaux boss qui sortent. Puis, ben, c'est toujours pour améliorer la performance. Il y a des boss qui restent standards, il y a des boss qui changent complètement. Le PCI prend le bord de plus en plus pour le PCI Express. Il en reste encore quelques PCI dans des systèmes embarqués, mais encore là, il prend plus de place que le PCI Express. Donc, le PCI Express va vraiment prendre la place. Sur les cartes mères des PC, le PCI Express est en train de se faire tasser par d'autres types de boss. Donc, on s'en sort pas. C'est toujours là pour...
pourquoi on change les bas? C'est qu'en fait, on change des standards, on change quelques trucs au niveau mécanique, physique, électronique, mais aussi sur le protocole d'accès pour améliorer la vitesse. On va changer des manières de faire dans le protocole pour justement atteindre des vitesses plus élevées. Il existe le bus AMBA dans le monde de l'embarqué sur les téléphones. Vous allez entendre parler d'AMBA si vous travaillez sur des processeurs ARM, les processeurs de téléphone, donc téléphone cellulaire. Ils sont tous, ou presque, ben oui, je pense qu'ils sont tous sur un ARM. Même le Raspberry Pi, c'est un ARM. Il y a beaucoup de microcontrôleurs qui sont à base de la famille ARM, des processeurs. Donc, ils utilisent des bus AMBA. Le A de AMBA, le premier A, c'est pour ARM. Donc, c'est tout simplement un bus qui est dédié à la famille de processeurs ARM. Le PCI, PCI Express, c'est surtout pour les ordinateurs de grande performance. L'AGP, c'est l'ancien bus pour accéder à la carte vidéo. Ça a disparu pas mal, ça n'existe plus aujourd'hui, sauf à moins que vous ayez un vieux PC, là, mais encore là. Le Wishbone, ben, c'est un boss qui est à peu près compétiteur à Amba. C'est un boss qui est open source, libre de droit. Ben, il est intéressant parce que justement, il est libre de droit. Vous avez les spécifications sur le site internet de opencourse.org. Ça peut être intéressant. Puis vous avez les boss qui sont standards, SPI, I2C, UART. Ça, c'est des boss qu'on peut pas, on s'en sort pas. On a toujours besoin d'un de ceux-là. Si vous utilisez l'Arduino, si vous utilisez un système embarqué, vous allez avoir nécessairement besoin pour communiquer avec un autre périphérique à côté, un autre composante électronique, du SPI, du I2C. Puis le UART, ben, si vous voulez communiquer avec l'ordinateur, ben, on va avoir le UART vers USB qui va nous permettre de communiquer avec le chip directement. Donc, on a un petit programme qui roule dans l'Arduino, puis on le programme à partir d'un PC. Ben, pour être capable d'envoyer le programme dans l'Arduino, qu'est-ce qu'on fait? On utilise le UART à travers USB, mais c'est quand même le UART. Donc, il y a une conversion de USB à UART à quelque part dans le chemin entre l'Arduino, le microcontrôleur de l'Arduino, parce que l'Arduino n'est pas un microcontrôleur, c'est une carte de développement, il faut le savoir. Donc, entre le microcontrôleur de l'Arduino et votre logiciel de programmation, il y a le bus USB et une conversion vers le UART pour être capable de parler à votre Arduino. Voilà. D'autres types de bus, ça c'est des bus externes. Donc, les bus externes entre USB, Firewire, HDMI. Présentement, j'utilise énormément de bus sur mon ordinateur pour pouvoir monter cette vidéo-là. J'ai du Firewire, j'ai du USB 3.0, j'ai du Firewire 800-400, j'ai aussi un bus HDMI, j'ai des bus Bluetooth. Bluetooth est une forme de communication, est une forme de bus avec une modulation radiofréquence. Mais on peut voir ça comme étant un bus parce qu'on transfère des données, il y a des adresses, il y a tout ça. J'ai aussi accès à Internet via le Wi-Fi. Donc, Ethernet, Wi-Fi. Il existe aussi des bus industriels, GPIB, RS232, RS485 qui est plus, encore plus industriel que RS232. CAN bus, LIN bus, sur les autos, on utilise des CAN et des LIN. C'est un autre type de protocole. C'est fait pour être solide. Même s'il y a du bruit, de la vibration, pas de problème. Ça va passer pareil. Il y a du check-up d'erreur. Il y a toutes sortes de choses pour faire en sorte que ça soit fiable. Même dans un auto. Dans un train aussi. Okay. Vous avez des bus parallèles, des bus séries. Beaucoup de bus séries ont vu le jour dans les 20 dernières années.
parce qu'on est capable d'augmenter la fréquence beaucoup plus. Il y a moins d'induction. Le USB, c'est un bus parallèle, un bus série. Firewire, c'est un bus série. Les bus SPI, I2C, c'est des bus série. UART, c'est série. CAN, LIN, c'est série. AMBA, PCI, ça, c'est parallèle. PCI Express, c'est plusieurs séries en parallèle. C'est spécial. Je ne rentrerai pas dans les détails. Okay? Wishbone, c'est parallèle. Voilà. Donc, qu'est-ce qui caractérise un bus? Ben, c'est le nombre de bits qui va être capable d'être transféré, sa fréquence de transmission, puis son débit. Puis on a les deux, la fréquence de transmission puis le débit va définir sa largeur de bande, donc le nombre d'octets par seconde. OK? Voilà, ça c'était juste pour vous expliquer un peu là, c'est quoi la différence, pourquoi il y a toutes sortes de boss qui existent sur le marché. Ben, différents besoins demandent différentes technologies. Donc, si vous avez deux composantes une à côté de l'autre, vous ne mettrez pas un PCI nécessairement. Vous allez mettre I2C, SPI, parce que SPI est plus rapide que I2C, parce que I2C utilise une seule broche pour l'aller et le retour. Fait que si vous voulez quelque chose de plus rapide, ben SPI va faire la job, mais il va prendre une broche de plus. Fait que c'est ça. Fait que, donc, il y a des différences à ce niveau-là. Si vous voulez quelque chose qui transfère des images, ben, vous ne prendrez pas I2C, c'est impossible. Okay? Des images, ça va vous prendre quelque chose qui clenche plus de données en parallèle, donc SPI, ça va être fait pour ça. USB est capable de faire quelque chose, parce que USB 3, du moins. Donc, présentement, ma caméra que vous avez devant les yeux, c'est une Firewire de vieille génération, donc à 400 mégabits par seconde, avec une caméra de 640 par 480. C'est assez pour me voir la petite binette dans le coin. Donc, fait que c'est correct. Par contre, c'est quand même assez rapide. C'est plus rapide que I2C, c'est sûr. OK? Si vous voulez avoir plus de détails, vous pouvez vous référer aux différentes sections du livre. Donc, je vous laisse aller voir ça. Ceux qui veulent en connaître plus, là, vous avez tout ce qu'il vous faut là-dessus. Fait que moi, j'arrête ça là pour l'instant, pour couper le vidéo en deux. Fait que, donc, le prochain bout, ça sera N12.8. Ça va être les mémoires et le mouvement de données sur le Mario à l'aide de la view. Voilà.